28. À l'instant. Parfait. Donc, Nathan est un formateur national, mentor et membre du conseil d'administration. C'est un bénévole très impliqué dans notre organisation, tant au niveau des programmes, de la formation continue, que tout ce qui touche les procédures et politiques. Il a entre autres travaillé sur la politique d'inconduite. Alors, merci d'être avec nous, Nathan. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Élise. Donc, bon matin à tout le monde. Merci beaucoup de vous être levé pour m'entendre parler d'évaluation. Le titre du webinaire de ce matin, c'est l'évaluation du sauvetage, des premiers soins et du leadership, astuces et adaptations pour les formations à distance, hybrides et en personne. Le titre est un petit peu différent de celui que vous avez vu dans l'horaire du forum. Par contre, le propos va être le même. Ça va être l'évaluation, ça va être comment on évalue les formations, les cours, les brevets dans le cadre ou dans le contexte COVID. Donc, ça vaut toujours la peine de le rappeler. Vous allez probablement l'entendre assez souvent ce week-end ou depuis les derniers jours, mais la Société de sauvetage, c'est un organisme qui a pour mission de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau afin de prévenir les noyades et autres traumatismes. C'est important de se rappeler pourquoi on est membre, pourquoi on est impliqué à la Société de sauvetage. La mission, c'est ce qui nous rassemble. C'est notre objectif commun. Pour le plan du webinaire, donc je vais commencer par une rapide introduction, un contexte. En fait, ça va surtout être une leçon de vocabulaire, si on veut, juste pour qu'on s'entende sur les termes. Qu'est-ce que je veux dire par masque? Qu'est-ce que je veux dire par couvre-visage, par mannequin? Donc, c'est vraiment juste pour qu'on s'entende vraiment sur les termes qui vont être utilisés. Ensuite, je vais parler des principes généraux de l'évaluation à la Société de sauvetage, principes qui existent depuis de nombreuses années, qui vont sans doute encore exister pour de nombreuses années. Mais ce sont donc les principes généraux que probablement vous connaissez, puis peut-être un petit rafraîchissement, c'est toujours une bonne idée. Je vais enchaîner ensuite avec les principes de l'évaluation en contexte de COVID. Donc, vraiment, comment est-ce que ces principes-là se traduisent dans un contexte de COVID et comment est-ce qu'on les adapte, où est-ce qu'on les adapte et qu'est-ce qu'on adapte, en fait, lorsqu'il y a une adaptation nécessaire. Ensuite, je vais présenter des astuces, des pistes de solutions qui se veulent concrètes. Bon, puis dépendant de vos milieux, ça pourrait être concret, parfois un petit peu plus abstrait. Mais donc, des astuces et des pistes de solutions. Il y a une section qui est réservée vraiment pour ça vers la fin du webinaire, mais dans les faits, je vais probablement en présenter au fur et à mesure de la présentation lorsque je vais avoir des idées, lorsque je vais vouloir illustrer mon propos avec des exemples. Donc, restez à l'affût quand même pendant toute la présentation. Il risque d'y avoir plusieurs astuces et plusieurs pistes de solutions. Je sais que Élise a prévu certains moments spécifiques dans le webinaire pour prendre vos questions dans le question-répondre, ou du moins pour me les poser pour que je puisse y répondre. Donc, pendant tout le webinaire, n'hésitez surtout pas à écrire, puis on va pouvoir y répondre au fur et à mesure. Et finalement, bon, une période de questions plus générale à la fin et une petite conclusion, là, vraiment pour 3 petits points pour fermer tout ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce webinaire. Donc, quelques éléments de terminologie pendant le webinaire, lorsque je vais faire référence à un masque ou à un masque de procédure. Ça fait référence à un masque qui est fait d'une triple épaisseur de papier. Puis, on peut penser, ou on a peut-être déjà entendu aussi, un masque chirurgical, souvent de couleur bleue. C'est un masque qu'on peut voir dans les hôpitaux. C'est un masque que les travailleurs portent aussi parfois. Lorsque je vais parler du couvre-visage et dans la présentation PowerPoint, vous allez de manière générale voir les lettres CV pour éviter d'avoir à l'écrire au long à chaque fois. Donc, un couvre-visage fait référence à un masque fait de tissu. Il est le plus souvent de conception artisanale. Ensuite, une protection oculaire, ça peut être soit une paire de lunettes de protection ou une visière. Donc, les deux sont tout à fait acceptables. Ça pourrait même être des petits embouts, des espèces d'œillères qu'on peut mettre sur les lunettes de vue qui permettent à une lunette, on va dire régulière, une lunette de vue, de devenir protectrice. Mais de manière générale, une paire de lunettes, protection ou une visière. Les formations et les cours qui sont concernés sont les cours de formation initiale et non les requalifications. Alors, c'est très important de comprendre que tout ce que je vais dire ce matin, ça concerne les formations initiales. Les cours de jeunes sauveteurs, médaille de bronze, croix de bronze, sauveteur national, premier soin général. Donc, vraiment les cours initiaux et non pas les requalifications qui, elles, ont déjà leur document de référence pour l'évaluation, qui, elles, ont déjà des principes qui sont un petit peu différents. Si jamais vous avez des questions sur pourquoi est-ce qu'il y a une différence, je pourrais rentrer dans les détails.
Les termes suivants réfèrent à la personne responsable de donner la formation, alors que je parle de moniteur, monitrice, formateur, formatrice, entraîneur ou entraîneuse. Ce que je veux dire finalement, c'est la personne qui est en charge de donner la formation. Le terme candidat, candidate, participant, participante, de manière totalement homologue, ça va vouloir dire la personne qui suit la formation. Donc, je vais peut-être alterner, peut-être que des fois je vais me tromper, mais si je dis candidat ou participant, on sait que c'est la personne qui suit la formation. Et le programme Leadership, parce que c'est un programme qui est peut-être un peu moins connu des moniteurs et des sauveteurs, le programme Leadership réfère au cours de moniteur en sauvetage, de moniteur sauveteur national, de moniteur premier soin, de formateur de moniteur et de formateur de moniteur premier soin. De manière générale, pour les cours de moniteur SN et les autres que j'ai nommés par la suite, ce sont des cours qui sont centralisés par la Société de sauvetage, qui sont organisés par la permanence de la Société de sauvetage. Et les cours de moniteur en sauvetage peuvent être donnés par les membres affiliés dans les piscines, dans les centres sportifs là, de votre région. Donc, c'est juste pour que tout le monde ait les mêmes bases terminologiques. Également, pendant le webinaire, je vais parler de mannequins. Je vais parler de mannequins, ce que je vais peut-être dire aussi les jacks, les mannequins de sauvetage sportif, qui sont les mannequins sur la gauche de votre écran. Donc, les mannequins orange. Et parfois, dans les guides ou dans les lignes directrices ou dans les documents d'adaptation, vous allez peut-être voir, il faut que le mannequin soit rempli à moitié. Qu'est-ce que ça veut dire à moitié? Bien, ça veut dire d'être rempli jusque dans le haut de la ligne blanche, donc à peu près jusque sous les aisselles. Ça ne correspond pas tout à fait à la moitié, c'est un petit peu plus que ça, mais donc, lorsqu'on dit les mannequins pleins à moitié, c'est jusque dans le haut de la ligne blanche. Lorsqu'on va parler de mannequins de réanimation cardio-respiratoire, j'ai mis ici une image des acteurs parce que je pense encore que ce sont les mannequins peut-être les plus utilisés sur le bord des piscines dans le cadre des formations à la Société de sauvetage. Mais ça pourrait être n'importe quel autre type de mannequin également de réanimation qui sont conçus pour ça et ce serait correct. Je vais apporter un bémol sur les acteurs, c'est qu'en temps de COVID, ce ne sont pas nécessairement les plus faciles à nettoyer. De par leur design, lorsqu'on insuffle de l'air dans la bouche de ces mannequins-là, l'air pénètre à l'intérieur de la tête, qui est une cavité vide, la tête du mannequin, et fait son chemin pour aller rejoindre les poumons qui sont finalement dans le thorax. On comprend que s'il n'y a pas de masque antiviral, s'il n'y a pas de filtre antiviral utilisé, on comprend que l'intérieur de la tête, elle est contaminée également en temps de COVID, ou on la considère comme contaminée, ce qui veut dire qu'il faut la désinfecter au complet en la laissant tremper et en mettant du produit désinfectant à l'intérieur de la tête aussi. Donc là-dessus, je vous réfère aux normes du fabricant avec des produits qui sont reconnus efficaces pour détruire le coronavirus. Mais donc, j'apporte juste un bémol sur les acteurs, mais c'est tout à fait possible de les utiliser. C'est juste qu'il faut être vigilant au niveau de la désinfection et peut-être que ça va limiter les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place pour adapter les formations puis pouvoir accélérer le rythme de certaines formations. Au niveau des principes généraux de l'évaluation, donc on tombe vraiment plus dans le cœur, si on veut, du webinaire. Donc, les principes généraux de l'évaluation, je vous apprends probablement rien, mais l'évaluation, ça consiste à observer un ou une candidate et de comparer sa performance au standard attendu. C'est quoi ça, le standard attendu? Bien, pour le programme canadien de sauvetage et le programme de premiers soins, donc du jeune sauveteur jusqu'au sauveteur national, en passant par les cours de réanimation cardio-respiratoire, le premier soin général. Il s'agit de vérifier l'atteinte du but de chaque item et l'exécution correcte des points à voir, en prenant en compte dans la page de l'item du guide du certificat toutes les autres marques, toutes les autres références. Donc, c'est vraiment l'atteinte adéquate, l'atteinte correcte des points à voir ou l'exécution correcte des points à voir. Pour le programme Leadership, le langage est un petit peu différent, mais c'est pas mal la même chose. On parle de critères de performance, mais on s'entend qu'on parle de points à voir, de critères de performance. Ce qu'on veut dire, ce sont des critères d'évaluation ou des standards à atteindre. Donc, pour le programme Leadership, on va davantage parler de critères de performance. Le candidat ou la candidate doit démontrer l'ensemble des critères du certificat pour réussir. C'est très important. À la Société de sauvetage, contrairement au milieu scolaire, par exemple, on n'a pas un seuil qui est à 60 des critères, 60 des points à voir qui doivent être réussis pour réussir la formation. C'est vraiment un tout ou rien. Alors, le candidat doit réussir l'ensemble des standards minimums attendus pour être en mesure de réussir sa formation. Le moniteur ou la monitrice ou encore l'évaluateur, l'évaluatrice, parce que dans certaines formations, par exemple, médaille de bronze, croix de bronze, sauveteur national, il y a encore des évaluateurs et des évaluatrices externes.
Donc, ces personnes-là doivent observer l'atteinte de chacun des critères au moins une fois et je vais rajouter idéalement de manière soutenue. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis évaluateur, je me présente dans un cours de médaille de bronze pour évaluer. Je vais devoir être capable de voir le candidat faire un retournement de code colonne selon les standards attendus pour pouvoir dire qu'il a réussi et qu'il a atteint ce standard-là. Donc, je dois le voir une fois, au moins une fois. Par contre, idéalement, c'est souhaitable que le candidat, ce ne soit pas un coup de chance qu'il l'ait réussi aujourd'hui, mais que ce soit une habileté qui soit en mesure de démontrer de manière soutenue, oui dans le cours, oui lors de l'évaluation, mais lors aussi de son travail, lorsqu'il sera sur le bord des piscines en train de travailler. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit de manière soutenue, mais pour l'évaluation, on se rappelle que si on l'observe, si on observe l'atteinte correcte du critère, ça veut dire que le candidat a atteint le standard minimum. Cette évaluation devrait se réaliser le plus près possible de la fin de la formation ou de la période d'apprentissage. Donc, techniquement, un cours qui dure, par exemple, 20 heures, l'évaluation de tous les items devrait se faire le plus près possible de la fin de la période d'apprentissage pour laisser un maximum de chances aux candidats et aux candidates de réussir et de démontrer l'atteinte de tous ces critères-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que l'évaluation de tous les critères, de tous les items doit se faire à la fin, mais ça veut dire que si un candidat a de la difficulté à atteindre un item, il faut lui laisser toute la période d'apprentissage pour être en mesure de démontrer son apprentissage, de démontrer l'atteinte des critères. C'est aussi fortement recommandé, puis là, je vais mettre l'emphase sur recommandé dans le sens où j'utilise le mot recommandé, mais je voudrais dire peut-être même obligatoire, que le moniteur ou la monitrice consigne ses observations et la progression de ses candidats de diverses façons. Et là, ces façons-là sont laissées assez libres. Le choix est vraiment à la personne qui donne le cours. Mais ça peut être un journal de bord qui est typiquement rempli par les candidats et les candidates eux-mêmes et elles-mêmes, soit des grilles d'évaluation. Ça peut être des grilles d'évaluation officielles de la Société de sauvetage. On en connaît certaines pour certains items plus je dirais pas importants, mais plus fréquents, ou du moins ceux qui sont évalués à l'évaluation finale. Ou encore des grilles d'évaluation personnelles, des outils maison que le moniteur ou la monitrice se sont construits eux-mêmes. Feuille de notes, liste de vérification. Donc, par exemple, j'ai le nom de mes candidats avec tous les items et tous les critères qui sont à voir. Puis lorsque les candidats les atteignent, je pourrais cocher puis mettre la date, par exemple, où ça a été atteint. Donc, une liste de vérification, des tableaux, donc, etc., etc. Il y a vraiment une foule de possibilités pour être en mesure de consigner les observations et la progression des apprentissages des candidats. Et il faut se rappeler que ces documents-là, en plus des documents administratifs comme les formulaires d'inscription ou les feuilles d'examen, doivent être conservés pendant 5 ans par le moniteur ou la monitrice parce qu'on pourrait avoir à y faire référence pour répondre à des plaintes ou à des questions de la part des candidats ou des parents. Donc, c'est très important de conserver tous ces documents-là pendant 5 ans. En leadership, il y a aussi la notion de bilan qui est importante. Donc, c'est peut-être pour ceux qui ne sont pas nécessairement formateurs, la notion de bilan est peut-être quelque chose d'un peu plus ésotérique, mais l'idée, c'est que ce n'est pas simplement d'observer tous les critères et de les cocher comme étant atteints. Dans le programme canadien de sauvetage, dans le programme de premiers soins, c'est un petit peu ce qu'on fait. On va aller observer les candidats, on a une liste de vérification. Les grilles, ce sont en fait des listes de vérification. Je vais venir cocher s'il a bien choisi son aide, s'il a bien fait une entrée sécuritaire, s'il a fait attention aux voies respiratoires. Mais en leadership, l'idée, c'est pas de seulement cocher les critères comme étant atteints, mais c'est aussi d'analyser l'ensemble des traces qui ont été laissées par les candidats et les candidates et de les consigner et celles qui ont été consignées par le formateur ou la formatrice. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a peut-être des critères qui s'évaluent moins bien de manière observationnelle et qu'à ce moment-là, il va falloir aller inférer puis aller discuter avec les candidats pour savoir si les candidats ont atteint ces critères de performance-là. Donc, en leadership, il y a aussi la notion du bilan qui complexifie un petit peu l'évaluation, qui fait que l'évaluation n'est pas aussi directe, mais qui est quand même assez balisée. Puis, si jamais vous avez des questions plus spécifiquement sur la notion de bilan, on pourrait faire un webinaire de 45 minutes juste là-dessus. Mais je pourrais éventuellement vous donner plus d'informations. Bon, mais merci Nathan pour ces principes généraux. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Je vais peut-être laisser 1 ou 2 minutes à les gens pour rédiger leurs questions, puis en même temps te laisser prendre ton souffle, Nathan. C'est aussi le but de l'exercice. En fait, ce que je comprends là, d'entrée de jeu, c'est vraiment, il y a une notion, une différence, puis un degré de difficulté plus
qui exige plus de jugement quand on est dans les formations de leadership par rapport à des formations du programme canadien de sauvetage ou de premiers soins de la part du formateur et de l'évaluateur. Tout à fait. Puis c'est vraiment dû à la nature des critères aussi qui existent dans le programme leadership qui, certains de ces critères-là sont davantage au niveau du savoir-être, au niveau de l'attitude, sont moins des choses qu'on peut observer directement. Et c'est des choses qui parfois il va falloir inférer, qu'il va falloir, je mentionnais des discussions tout à l'heure, mais discuter avec le candidat pour savoir quel est son point de vue de la chose, puis de quelle manière est-ce qu'il juge de l'importance de ces critères-là. Donc, c'est vraiment en raison de la nature de ce qu'on doit venir observer, puis des critères qu'il faut évaluer. Parce que dans les programmes de Canadiens de sauvetage, les programmes de premiers soins, en bout de ligne, ce qu'on observe, ce sont des habiletés en piscine, ce sont des compétences directes que les candidats sont en mesure de nous démontrer. Parfois, on peut poser quelques petites questions là, pour clarifier, mais généralement, un candidat ou une candidate est capable de le démontrer, puis on est capable de l'observer directement avec nos yeux, ce qui simplifie quand même beaucoup l'évaluation. Pour l'instant, tout ce que tu nous parles, c'est très général, mais peut-être qu'on pourrait rentrer dans le vif COVID parce que ça nous parle beaucoup ces temps-ci. Tout à fait. Puis bon, avec les annonces d'indicateurs qui reviennent au jaune dans certaines régions, ça nous concerne particulièrement. Alors, effectivement, je vais sauter directement dans l'évaluation en contexte de COVID. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces principes généraux-là que je viens de présenter dans un contexte COVID? Donc, première des choses, très important que tout le monde le comprenne, les points à voir et les critères de performance correspondent toujours aux standards à atteindre. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on offre un cours, lorsqu'on donne un cours du programme canadien de sauvetage ou du programme leadership ou du programme premiers soins, les candidats doivent toujours être en mesure de démontrer tous les critères et tous les points à voir, donc tous les standards attendus. L'évaluation n'est donc pas exactement comme celle des requalifications ou dans les requalifications, pour diverses raisons, on a fait des adaptations. Notamment, je vais mentionner comme exemple le retournement de tête de colonne ou en requalification. C'est acceptable que le retournement se fasse sur un mannequin de sauvetage sportif toujours dans le principe, puis on va y revenir dans pas long, mais dans quelques minutes, mais toujours dans le principe de limiter les contacts directs ou rapprochés entre les candidats. Et dans le cadre des formations, comme c'est la première fois ou dans les premières fois que les candidats apprennent ces habiletés-là, les candidats doivent les démontrer. Donc, on n'a pas le choix, il faut vraiment les démontrer. Dans un contexte de cours, les candidats sont en apprentissage initial, je le mentionnais, donc vraiment, on doit démontrer l'entièreté du programme, l'entièreté des habiletés. Les standards attendus, très importants aussi, ce ne sont pas les standards COVID-19. Donc, par exemple, la RCR, la réanimation cardio-respiratoire, en contexte de COVID, lorsque comme sauveteur, surveillant sauveteur, j'interviens sur une situation et je dois faire de la réanimation cardio-respiratoire. Pour ceux qui ont travaillé cet été ou qui se sont maintenus à jour cet été, il y a beaucoup de critères, beaucoup de choses qu'il faut ajouter, beaucoup d'éléments auxquels il faut penser. Protection oculaire, maintenir le masque bien scellé en tout temps, la valve antivirale, le filtre antiviral, pardon, peut-être la jaquette, aller prendre une douche savonneuse par la suite, etc., etc. Mais dans le cadre des formations, ce n'est pas ce qui est évalué. Ça peut être enseigné, ce n'est même pas d'ailleurs une obligation, mais ce qui est évalué, ce sont les standards habituels des programmes. La réanimation cardio-respiratoire comme on la connaît. Les sauvetages comme on les connaît. Bien évidemment, il va falloir aussi que les candidats appliquent certaines règles de sécurité ou certaines règles sanitaires pour être en mesure de respecter les consignes du gouvernement, par exemple en ce moment en contexte de COVID, mais ce ne sont pas les standards COVID d'intervention qui sont évalués dans les formations. L'évaluation finale des brevets, médailles, croix de bronze et sauveteur national doit encore être effectuée par un évaluateur ou une évaluatrice externe. Ça ne change pas. Et l'idée étant de minimiser le plus possible les contacts rapprochés entre les candidats et les candidates et de privilégier le travail en tandem. Puis ici, j'utilise la notion de tandem extrêmement large. On parle d'équipe, en fait. Parce qu'un tandem, ça fait référence à 2 personnes. Mais donc, c'est vraiment plus une équipe. Parfois, en sauvetage, c'est préférable, c'est plus pratique d'avoir des équipes de 3 personnes, ce qui serait tout à fait acceptable de maintenir 3 personnes en équipe stable pour toute la session du cours. Ce serait tout à fait acceptable. Lorsque je parle de minimiser les contacts rapprochés le plus possible, c'est que les choses, les apprentissages, les activités dans le cadre des cours devraient se faire à une distance de 2 mètres où tout le monde est à une distance de 2 mètres lorsque c'est possible. Donc, le plus possible, les candidats vont être, par exemple, assis pour écouter le moniteur qui donne le cours.
les candidats et les candidates seraient assis à 2 mètres de distance l'un et l'une de l'autre, même s'ils ont le couvre-visage et même si dans les faits, ils sont protégés. Donc, assis à 2 mètres de distance. Et je vous dirais même en tandem, même en équipe, même si ce sont des équipes fixes, on privilégie la distance de 2 mètres. Lorsque c'est possible, lorsque ce n'est pas nécessairement possible de maintenir le 2 mètres ou qu'il faut qu'il y ait l'usage d'une autre personne, on peut se poser la question, est-ce que c'est pertinent d'utiliser un mannequin pour faire ça? Donc, par exemple, pour faire de la réanimation cardio-respiratoire, de toute façon, ça fait 10-15 ans que les mannequins de réanimation cardio-respiratoire, au moins 10-15 ans, que les mannequins sont sur le bord des piscines et dans les formations. Donc, on peut utiliser un mannequin pour faire de la réanimation cardio-respiratoire. De cette manière-là, il n'y a pas de contact rapproché avec un autre candidat ou une autre candidate, puis on n'a pas à se poser de questions. Dans le cadre du cours, lorsqu'on enseigne, on peut aussi utiliser un mannequin dans l'eau ou d'autres types d'aides à l'apprentissage, que ce soit des ceintures d'aquaforme, que ce soit des planches de natation ou peu importe, pour simuler finalement une personne, pour simuler une victime lorsque je veux pouvoir faire beaucoup de pratiques, mais en évitant les contacts rapprochés. Donc, est-ce que l'utilisation du mannequin elle est pertinente? Pas toujours, donc il faut se poser la question. Ensuite, on pense au tandem fixe, donc au travail en équipe de manière rapprochée. Et là, ici, j'ai écrit sans équipement de protection individuelle et puis, dans le cadre de cette présentation-là, pour les formations et pour les cours, on parle de couvre-visage seulement. Donc, le travail en équipe fixe, sans équipement de protection, donc moins de 15 minutes de travail rapproché ou de contact rapproché. Ces 15 minutes-là sont permis à l'intérieur d'une même journée de formation. Donc, 2-3 candidats pourraient être un à côté de l'autre pendant jusqu'à 15 minutes de manière consécutive, pas consécutive, cumulative, pardon. Donc, si je donne un cours de 3 heures, j'ai 15 minutes où mes candidats peuvent travailler en contact rapproché sans nécessairement porter d'équipement de protection. Ce principe-là de 15 minutes, ce n'est pas un principe absolu, universel de la santé publique nécessairement, mais c'est un principe qui est appliqué dans beaucoup de milieux professionnels. Et c'est un principe avec lequel la permanence de la Société de sauvetage encourage et est tout à fait confortable. Lorsqu'on dépasse ce 15 minutes-là de contact rapproché en équipe fixe, à ce moment-là, on doit travailler en équipe fixe, mais avec des équipements de protection individuelle, ou du moins le couvre-visage. Donc, dès qu'on dépasse à peu près le 15 minutes de travail rapproché ou de contact rapproché sans équipement de protection, à ce moment-là, tout le monde doit porter son équipement de protection ou son couvre-visage dans ce cas-ci. C'est un petit peu l'idée de la pyramide. Si jamais vous avez lu l'alerte dans cet été, l'alerte de la saison estivale, vous avez vu une pyramide similaire à celle-ci. Donc, je l'ai adaptée un petit peu pour l'évaluation. Mais l'idée, c'est de toujours chercher à minimiser les contacts. Puis, on essaie de se maintenir le plus possible dans le haut de la pyramide. Mais lorsqu'on n'a pas le choix, par exemple, de faire des pratiques de retournement de triple colonne sur une vraie victime, bien sûr que nos candidats vont avoir des contacts rapprochés sans équipement de protection parce qu'on va être dans l'eau, parce que le visage va devoir se retrouver dans l'eau. Donc, il y a certaines situations qui ne nous permettent pas d'être à 2 mètres de distance ou d'utiliser toujours un mannequin. Pour vous donner un exemple avec un item peut-être bien connu de la part des moniteurs en sauvetage en général, l'item 13 du cours du médaille de bronze, l'item actuel, donc du programme vraiment actuel, ou l'ancien programme si vous voulez. Donc, l'item 13 du médaille de bronze, le sauvetage sans contact. C'est un des items qui est normalement évalué par le moniteur du cours, qui pourrait l'être aussi par un évaluateur ou une évaluatrice, mais généralement, c'est évalué dans le cadre de la formation. Le candidat ou la candidate doit respecter l'approche échelonnée dans le cadre de cet système-là. Puis là, je paraphrase les points à voir ici. Et peut donc techniquement respecter assez facilement une distance de 2 mètres. En utilisant une aide de sauvetage appropriée, on peut penser à une bouée tube, à une bouée torpille, à une corde, donc à des aides de sauvetage, même à une perche en fait. Donc, on peut assez facilement respecter la distance de 2 mètres pendant une bonne partie du sauvetage. Un contact de courte durée peut se produire au moment de la sortie. La personne qui aide à faire la sortie porte un couvre-visage et si l'intervenant principal ou l'intervenante principale de la situation, le candidat ou la candidate, finalement, du cours, était à l'extérieur de l'eau, porte aussi un couvre-visage tout simplement. À ce moment-là, il y a juste la victime qui n'en porte pas à ce moment-là. Les traitements peuvent aussi généralement s'effectuer à 2 mètres de distance parce que les victimes auxquelles on fait référence dans ce sauvetage-là, ce sont davantage des victimes en détresse ou des victimes en train de se noyer. Donc, ce ne sont pas des victimes blessées nécessairement où on doit vraiment s'approcher pour faire des traitements. Il y a une partie d'auto-soin puis il y a une partie de traitement et d'évaluation de la situation, d'évaluation de l'état de la victime qui peut se faire à distance. Encore une fois, ces pratiques, c'est tout à fait conseillé et en fait, je
dirais même obligatoire de pratiquer ces interventions-là de manière rapprochée, mais on peut varier les stratégies puis faire la pratique dans le cadre de la formation de manière rapprochée à certains moments, de manière éloignée à 2 mètres à d'autres moments. Puis comme ça, ben, on respecte les principes de la santé publique. Dans le cadre du programme Leadership, qui est aussi un programme un petit peu à part, comme déjà on le savait à cause de la notion de bilan, certains critères peuvent être évalués à l'aide d'enregistrements vidéo si l'habileté à démontrer le permet. On peut penser par exemple aux enseignements, aux habiletés ou aux compétences qui sont liées à l'enseignement. Ben, à ce moment-là, bien évidemment que si on ne peut pas réunir un groupe et faire une activité en grand groupe, ben, on peut peut-être filmer un candidat ou une candidate en train d'enseigner. Puis à ce moment-là, ben, on peut utiliser cet enregistrement-là comme outil d'évaluation. Dans le cadre de tous les programmes, certains, et ça inclut le programme Leadership, certains des critères pourraient être évalués à l'aide de quiz, de discussions et de traces écrites. Là, ça peut peut-être en surprendre certains parce que, bon, je suis probablement un des premiers à le dire souvent, on évite d'utiliser des questionnaires, des quiz ou des discussions pour évaluer les candidats en médaille, en croix de bronze et en sauveteur national parce que ce qu'on veut voir, c'est les candidats faire, donc démontrer les habiletés. Par contre, il y a certaines habiletés, certaines connaissances qui s'évaluent peut-être moins bien dans l'action. À ce moment-là, on peut utiliser les quiz, les discussions ou les traces écrites. Donc, on pose des questions, par exemple, aux candidats. J'apporte un bémol, donc il faut vraiment y aller avec parcimonie. Il faut vraiment que ce soit des critères ou des éléments, des aspects du programme qui ne s'évaluent pas bien dans l'action. Et je n'ai pas de réponse pour vous, mais je soulève une question. Si vous donnez un quiz et qu'un candidat ou une candidate a 60 ou 75 est-ce qu'il réussit? Parce qu'on se rappelle qu'un des principes de base, c'était que le candidat ou la candidate doit démontrer l'ensemble, l'atteinte de l'ensemble des points à avoir, de l'ensemble des critères de performance. Donc, est-ce qu'un candidat qui a 75 normalement dans notre tête, à nous, oui, il réussit bien sûr, il y a plus que 60 mais dans un quiz, est-ce qu'il a démontré vraiment l'atteinte de tous les critères s'il a 75 Il y a une analyse plus fine qui serait à faire et je n'ai pas de réponse pour vous. C'est vraiment une question que je lance. Mais donc, ça a utilisé avec parcimonie. Il faut cependant que ces éléments, donc, comme je le mentionnais, soient difficiles à intégrer dans les activités pratiques. Au niveau de l'évaluation finale, puis là, j'ai fait le choix de vous présenter les différents items qui sont évalués lors de l'évaluation finale des cours de médaille de bronze, croix de bronze et sauveteur national. Je vais passer peut-être plus de temps sur la médaille de bronze, puis je vais accélérer au fur et à mesure parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se répètent, il y a beaucoup d'items qui se ressemblent. Également, la raison pour laquelle j'ai choisi de prendre les items du nouveau programme des bronzes, donc le programme pour lequel vous avez peut-être déjà eu de l'information, suivi des webinaires dans les dernières semaines. La raison est simple, c'est que, bon, premièrement, on veut se projeter vers l'avant, on veut voir, bon, qu'est-ce qui s'en vient, puis on veut, bon, commencer à intégrer ces principes-là et ces nouveaux items-là. Mais également parce que les items de l'évaluation finale, oui, bien sûr qu'ils ne sont pas les mêmes et il va falloir s'adapter puis enseigner les nouveaux items. Mais il y a vraiment beaucoup de principes, beaucoup de similitudes avec les anciens items. Alors, je n'ai pas de problème à penser que vous allez être capable de faire des liens avec ce que vous connaissez déjà. Puis même si vous enseignez encore l'ancien programme, il n'y a vraiment aucun problème à faire des liens avec ce que je vais dire aujourd'hui et ce que vous allez enseigner, que ce soit l'ancien ou le nouveau programme. Alors, pour la médaille de bronze, l'item 17, qui est l'item de sauvetage depuis le bord de la piscine, techniquement, le candidat et la candidate ou la candidate demeurent sur le bord de la piscine. Donc, la distanciation de 2 mètres est facilement respectée entre le sauveteur et la victime. Puis, lorsqu'il y a une sortie, si jamais c'est nécessaire, donc une sortie assistée, les deux candidats qui interviennent, donc par exemple le sauveteur, l'intervenant principal et la personne qui aide, portent un couvre-visage parce qu'ils sont à l'extérieur de l'eau de toute façon. L'item 18, sauvetage en eau libre. Donc là, on s'entend qu'il y a une approche, puis que bon, il y a l'idée qu'on est plus loin du bord de la piscine. Ça peut assez facilement se faire en respectant une distance de 2 mètres, en utilisant une aide de sauvetage appropriée. Tout à l'heure, je mentionnais bouée tube, bouée torpille. Donc, ce sont des aides de sauvetage à privilégier en temps de COVID. Premièrement, parce que c'est plus facile à désinfecter, parce que c'est moins poreux qu'un VFI, par exemple. Mais également parce qu'il y a déjà une corde, il y a déjà une certaine distance et c'est facile de remorquer une victime consciente qui peut s'agripper à l'objet, puis on peut maintenir une distance de 2 mètres ou une bonne distance à tout le monde. Les traitements doivent se faire le plus possible à distance, donc en auto-soin autant que possible. Et de toute façon, dans le cadre du nouveau programme de médaille de bronze, vous allez voir au niveau des premiers soins ou des problèmes, la nature des problèmes que les victimes peuvent avoir, on se situe beaucoup dans les détresses, dans les nageurs fatigués, les nageurs en détresse, les risques de noyade.
Donc, on n'a pas, encore une fois, de gros traitements à faire de manière rapprochée. Alors, on va favoriser le plus possible les traitements à distance. Le candidat ou la candidate qui aide pour la sortie, ben, si jamais c'est nécessaire, porte un couvre-visage, encore une fois. L'item 19, victime qui ne respire pas. Alors là, ben, on fait des liens avec la récupération d'une victime en eau profonde qui ne respire pas, qu'elle soit submergée ou pas, donc de l'ancien programme si on veut. La récupération s'effectue avec une victime, c'est très important, ce n'est pas un mannequin, c'est une victime, une vraie personne. La réanimation se fait sur un mannequin et le candidat ou la candidate doit insuffler de l'air dans le mannequin. Donc, l'évaluateur doit observer les insufflations, doit observer le dégagement des voies respiratoires, doit observer que la poitrine se soulève. Alors, il faut utiliser un mannequin avec des poumons, comme techniquement c'est le cas depuis de nombreuses années. Là, ici, j'ai mis en parenthèse des petites stratégies pour vous, mais on peut penser que si c'est possible d'avoir un ratio, un candidat, un mannequin, c'est l'idéal. De cette façon-là, ne pas aller désinfecter à chaque candidat. On peut également utiliser un filtre de type EPA ou un filtre antiviral. Et à ce moment-là, on peut désinfecter la surface du mannequin, mais sans avoir nécessairement à désinfecter tout l'intérieur de la tête entre chaque candidat parce que, bon, la valve, elle est antivirale. Mais dans tous les cas, il va falloir, si jamais le filtre antiviral n'est pas disponible, il va falloir faire une désinfection entre chaque candidat. Ce qui veut dire peut-être changer les stratégies aussi au niveau de l'évaluation. J'ai 5 mannequins, j'ai 10 candidats, mais je vais évaluer 5 personnes. On va démonter les mannequins, on va les laisser tremper pour les désinfecter le temps qui est recommandé par le manufacturier et par le produit que j'utilise. Et par la suite, je vais les ressortir, je vais les assécher et je vais continuer l'évaluation de d'autres items pendant ce temps-là et je vais revenir faire l'évaluation de mes 5 derniers candidats pour l'item 19 qui est la victime qui ne respire pas. Donc, il va peut-être falloir utiliser des stratégies comme ça si jamais le nombre de mannequins est limité et qu'il n'y a pas de filtre de type antiviral disponible. Et encore toujours, donc, la récupération de la victime, c'est une vraie victime, c'est une vraie personne. Je reviens au bar. La personne qui est à l'extérieur pour m'aider à faire la sortie porte un couvre-visage. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien qui change et vous allez voir, ça se répète quand même souvent. Pour le croix de bronze, alors je vais accélérer un petit peu à ce moment-ci. Donc, l'item 15 du croix de bronze, sauvetage en duo. Alors là, ici, le travail d'équipe est important. Déjà là, on voit la complexification de comment je fais pour travailler en équipe à distance. Donc, plusieurs victimes. Ceux qui connaissent le sauvetage sportif, on peut penser à l'épreuve priorité. Donc, ça peut se faire en maintenant la distance de 2 mètres en utilisant des aides de sauvetage appropriées. Donc, encore une fois, si on utilise des aides de sauvetage autres que le VFI, c'est plus facile de maintenir la distance. Et les traitements se font à 2 mètres de distance autant que possible. Et s'il y a des contacts plus rapprochés nécessaires avec certaines victimes, on va essayer de privilégier que ces victimes-là, ce soit les autres personnes, les autres membres de l'équipe fixe, du tandem fixe. De cette manière-là, on rentre dans notre 15 minutes, par exemple, de travail rapproché sans équipement de protection à l'intérieur de notre équipe. Le candidat ou la candidate qui aide pour la sortie porte un couvre-visage, encore une fois. L'item 16, sauvetage en duo. Donc, victime submergée. La récupération s'effectue avec une victime. La réanimation se fait sur un mannequin et les candidats doivent insuffler de l'air. Et là, je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit, mais les mêmes stratégies peuvent être offertes, sont disponibles pour l'utilisation et l'alternance des mannequins. Encore une fois, on porte le couvre-visage pour la personne qui est à l'extérieur de l'eau. Il y a l'item 17 qui est des interventions des assistants surveillants sauveteurs parce que le nouveau programme des bronzes est vraiment axé sur le fait de former des assistants surveillants sauveteurs qui sont sur le bord des piscines pour assister les sauveteurs nationaux ou les sauveteuses nationales. Donc, l'utilisation d'une aide de sauvetage qui facilite la distance est conseillée. Les interventions à distance sont à privilégier, mais les traitements peuvent être réalisés en tandem. Donc, on favorise vraiment les équipes et ou en portant les équipements de protection ou encore et ou sur mannequin si c'est pertinent. Puis si vous avez le type de mannequin qui permettrait peut-être de faire ce travail-là. Et encore une fois, lorsque les gens sont à l'extérieur de l'eau et qu'ils vous aident pour une sortie, on porte le couvre-visage. Récupération d'un objet. Donc là, on est en sauveteur national, l'item 2A. Il y a peu de choses à en dire. Donc, l'utilisation de plusieurs briques, elle est conseillée si c'est disponible. Donc, exemple, une brique par tandem. De cette manière-là, on évite un peu la contamination. Mais on a déjà mentionné dans le passé qu'il fallait que la brique soit désinfectée entre chaque candidat. L'idée ici étant que si les candidats se nettoient bien les mains, procèdent à l'hygiène de leurs mains entre chaque item, entre chaque épreuve, la brique, elle passe 80-90% de son temps dans l'eau, dans une eau chlorée. Donc, les risques sont très, très minimes de ce côté-ci. L'item 9C, blessure à la colonne vertébrale.
Le retournement, puis ici, soyez très attentifs et attentives, le retournement doit se faire sur une victime, contrairement à la requalification. Une pause entre la prise en charge, entre le retournement, il manque un mot ici, la prise en charge pour mettre les équipements de protection, ben, elle est permise. Donc, on fait le retournement sur une vraie personne. Je fais mon portage de 15 mètres, je mets les pieds par terre, on fait un stop là-dessus. Parfait, tout le monde. On va mettre son masque, son couvre-visage, pardon. Puis, on peut continuer la prise en charge en portant notre équipement de protection. Au niveau de l'item 10, situation de surveillance aquatique, l'utilisation d'une aide de sauvetage qui facilite la distance est conseillée. L'intervention à distance, les interventions à distance sont à main. Donc, il manque beaucoup de mots dans ces cases-là. Donc, les interventions à distance sont à privilégier, mais les traitements peuvent être en tandem et ou encore en portant les équipements de protection et ou encore sur mannequin. Et les candidats qui aident pour la sortie, bien, toujours portent un couvre-visage. Je vais refaire cette diapositive-là peut-être avant de la rendre disponible parce qu'il manque beaucoup de mots ici. Élise. Merci, Nathan. Alors, il y a eu quelques questions. Il y en a qui ont précédé des informations, donc je ne les reprendrai pas. Il y avait une question de le 15 minutes pour toute la journée. Est-ce que ça inclut toutes les autres activités des candidats? C'est vraiment 15 minutes à l'intérieur du cours, donc à l'intérieur de la formation. Donc, c'est un 15 minutes qui est contrôlé, si on veut, par le moniteur ou la monitrice. On ne peut pas savoir ce que les autres font en dehors de la formation. On a aussi une autre question. J'avais cru comprendre que pour les cas de colonne, on utilisait le mannequin de sauvetage orange, même en médaille. Il me semble que ça avait ce qui avait été écrit ou dit sur le groupe Facebook des moniteurs en sauvetage. J'imagine qu'on peut pratiquer souvent avec le mannequin, mais il faut quand même le voir sur une vraie personne, d'où le 15 minutes pour être sûr qu'on est capable de le faire parce qu'un mannequin et un vrai humain, c'est quand même assez différent. Là. Tout à fait. Dans le cadre vraiment de l'évaluation, puis là, on garde en tête que vraiment le webinaire est vraiment pour l'évaluation, mais dans le cadre de l'évaluation, c'est vraiment sur une vraie personne qu'il faut démontrer. Il faut que le candidat ou la candidate démontre l'habileté de retournement de cette colonne. Mais effectivement, la pratique, comme tu le mentionnes très bien, Élise, peut se faire sur un mannequin. Moi, j'avais tendance aussi à faire pratiquer avec 2 planches de natation collées pour pratiquer, d'avoir les coudes qui sont extrêmement solides pour éviter que les planches se déplacent une sur l'autre. Donc, on peut utiliser d'autres aides à l'apprentissage de cette manière-là lors de la pratique, mais lors de l'évaluation, ça doit vraiment se faire sur une vraie personne dans le cadre des cours initiaux. Dans le cadre des requalifications, c'est différent encore une fois pour le retournement de colonne. Dans le cadre des requalifications, ça peut se faire effectivement sur un mannequin de sauvetage sportif. Et la raison étant, je vais y aller rapidement, mais la raison étant que dans le cadre des requalifications, les sauveteurs nationaux ou les candidats des requalifications ont déjà démontré cette habileté-là et que dans le cadre de COVID, on se dit, est-ce que le sauveteur national qui a déjà démontré cette habileté-là, déjà démontré qu'il était capable, a besoin absolument de me la redémontrer aujourd'hui? La réponse à cette question-là, c'est non. Donc, on l'évite. Dans le cadre d'une formation initiale, comme on doit valider qu'il l'a bien appris, on n'a pas le choix. Super, merci. Vu que le temps file, je vais t'inviter à poursuivre tout de suite avec les astuces et pistes de solutions. Tout à fait. Alors, astuces et pistes de solutions, les autres mesures s'appliquent toujours. Donc, malgré tout ce que j'ai mentionné, hygiène des mains fréquente, désinfection du matériel entre chaque candidat, les questionnaires diagnostiques avant l'accès à la formation ou à l'évaluation, ça ne change pas. Avoir une ou plusieurs tables avec du matériel sanitaire sur le bord de la piscine, ça pourrait permettre de sauver du temps, donc d'éviter que les candidats aient à se déplacer loin pour aller procéder à l'hygiène de leurs mains. Ça peut les rendre aussi plus autonomes, les responsabiliser. Ça peut être bien de nommer tour à tour un ou une candidate qui est responsable de l'application des mesures sanitaires ou de faire remarquer aux gens « Hey, fais attention à ton 2 mètres, fais attention si tu n'es pas désinfecté les mains ». L'idée, ce n'est pas de créer une police des mesures COVID, mais c'est de responsabiliser les gens et de se rendre compte qu'il faut faire attention. Ensuite, le respect du principe du tandem et du 15 minutes de contact rapproché sans équipement de protection par jour. Ici, quelques petites stratégies que vous pouvez mettre en place. D'inviter un membre de la famille comme victime lors de l'évaluation finale. Ça permet de même pas avoir à se soucier vraiment du 15 minutes dans ce cas-ci. Faire l'évaluation sur 2 séances au besoin. Donc, si jamais vous avez passé de mannequin ou si jamais vous avez peur de dépasser le 15 minutes, mais que vous savez que vous allez en avoir donc besoin de plus que 15 minutes de contact rapproché, on peut faire l'évaluation sur 2 cours, sur 2 jours en fait.
réduire les périodes d'apprentissage, de pratique et réorganiser la structure des activités d'enseignement. Alors, de dire, on fait 40 minutes de pratique de retournement de tête colonne aujourd'hui, ça ne marche plus en contexte de COVID. Il faut réorganiser notre enseignement autour de ça et de planifier des situations où les traitements peuvent se faire en respectant le plus possible le 2 mètres de distance. L'utilisation d'applications pour les items qui peuvent s'évaluer à l'aide de quiz ou à l'aide de tests. SurveyMonkey, Google Form, etc. Je ne fais pas de publicité ici, c'est vraiment et toutes les autres. Ça permet de concevoir des questionnaires et de compiler les résultats facilement. Donc, il n'y a pas vraiment de correction à faire, ce qui peut être une bonne idée. Donc, à utiliser avec parcimonie, j'ai déjà fait mes petites réserves là-dessus. Lors de l'enseignement et de la pratique, utiliser des mannequins ou d'autres aides à l'apprentissage pour limiter les contacts. Attention, toujours de respecter les standards lors de l'évaluation des systèmes. Lorsqu'on l'enseigne, c'est correct, mais lors de l'évaluation, il faut respecter les standards. Et on réaliser une même intervention en équipe sur 2 victimes, par exemple, ou sur 2 mannequins différents. La réanimation cardio-respiratoire en équipe, sur un mannequin de réanimation, pourrait très bien se faire sur 2 mannequins de réanimation à 2 mètres de distance. Donc, il y a un des sauveteurs, un des intervenants qui fait les insufflations, l'autre qui fait les compressions sur un mannequin qui est à 2 mètres de distance. On n'a pas à se préoccuper du 15 minutes, on n'a pas à se préoccuper du fait qu'on est à moins de 2 mètres. Donc, c'est une adaptation qui est tout à fait acceptable parce que ce que je veux voir, c'est est-ce qu'il est capable de compresser, est-ce qu'il est capable d'insuffler de l'air. Ça, je suis capable de le voir, que ce soit sur le même mannequin ou sur 2 mannequins différents. Et également l'utilisation d'enregistrements vidéo dans le cadre des formations du programme Leadership, par exemple, mentor en sauvetage ou cours de formateur même. Et là, ici, je vais vous en montrer un petit exemple. J'ai peut-être, c'est une petite vidéo d'1 minute, là. Donc, je vais vous en montrer juste un petit exemple. Un petit problème avec mon PowerPoint, ça ne sera pas très long. Parfait. Parfait, alors vous devriez... Ça ne veut pas. Alors, on va oublier ça pour l'instant. J'ai un petit problème technique, alors ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Donc, encore une fois, on peut utiliser les aides vidéo dans le cadre des programmes de leadership particulièrement. Et finalement, en conclusion, avant de prendre peut-être les dernières petites questions, dans le cadre des cours de sauvetage, de premiers soins et de leadership, on se rappelle que l'évaluation se fait toujours à l'aide des mêmes critères, donc il n'y a pas de modification au niveau des critères d'évaluation. Pour réussir, un ou une candidate doit démontrer l'atteinte de tous les critères prévus au programme. Il existe quelques différences entre l'évaluation des cours initiaux et des requalifications. Et il faut utiliser diverses stratégies pour limiter les contacts rapprochés. J'en ai mentionné quelques-unes, mais vous pourriez en penser à d'autres également. Puis des contacts de 15 minutes ou moins par jour de formation, sans équipement de protection, donc sans couvre-visage, sont permis en équipe fixe, en tandem fixe. Donc, ça, c'est permis, mais il faut quand même trouver diverses stratégies pour limiter les contacts rapprochés. Merci, Nathan. Ça fait plaisir. Oui, pour lui. Cette dernière partie n'a pas encore suscité de questions. Je vous invite peut-être à partager sur le groupe Facebook des moniteurs vos stratégies qui n'auraient pas été évoquées maintenant. Vous avez peut-être déjà développé certaines stratégies là, depuis l'été et tout ça. Vous en avez peut-être d'autres qui vont vous venir. Alors, ça pourrait être intéressant de partager le bagage collectif. Une question qui vient de rentrer, faut-il documenter nos tandems dans les situations où il y aurait des cas de COVID? Je dirais que d'emblée, je pense que ça va un peu de soi dans le sens où si les tandems sont fixes pour toute la durée de votre cours, vous saurez toujours qui est en tandem ensemble parce que, bon, vos candidats, vous allez les suivre pendant 10, 15, 20, 25 heures, donc vous allez pouvoir le savoir. Mais est-ce qu'il faut tenir un registre absolument? Non, ce n'est pas une exigence. De toute façon, les listes de présence seront probablement contrôlées à ce moment-là. Je vous invite aussi à écouter les balados. Il y en a une balado, entre autres, qui a été faite en lien avec pour les moniteurs par des formateurs qui ont testé l'enseignement pendant l'été et tout ça. Donc, qui partagent des suggestions d'enseignement. Donc, je vous invite à le faire. Puis là, on avait le volet évaluation ce matin avec Nathan. Donc, merci à tous pour votre participation, votre attention. Ah, il y a quelqu'un qui s'est manifesté avec
avec une question. Alors, avant de conclure, pouvons-nous nous permettre l'apprentissage de techniques telles que le ceinturage arrière en temps de COVID en réduisant le temps de contact ou en priorisant les techniques sans contact lors des situations de surveillance? Ben, je vous dirais qu'en même temps, il faut que nos candidats soient le même niveau de standard qui aient fait leur formation en temps de COVID que non. Donc, on ne peut pas laisser faire certains enseignements. Il faut réorganiser nos cours pour qu'on puisse être capable de pratiquer ces éléments-là. Il y a peut-être des techniques, on peut peut-être le pratiquer à l'extérieur de l'eau pour que ça devienne un automatisme musculaire avant d'aller dans l'eau. De cette façon-là, ben, on a le couvre-visage. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut penser, qu'il faut décortiquer pour qu'on puisse vraiment former des sauveteurs de qualité là, malgré la situation COVID. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Nathan. Non, tout à fait. Puis, bon, pour le ceinturage, c'est sûr que pour pratiquer un peu la mémoire musculaire, si on veut, il y a toujours possibilité d'utiliser des mannequins et d'utiliser d'autres aides pour générer l'habitude puis l'automatisme sur le mouvement. Puis après ça, bon, quand on veut vraiment pratiquer sur l'effort, bon, on peut utiliser une vraie personne ou d'autres stratégies. Et évidemment, d'inviter les gens à aller se pratiquer avec un membre de leur famille, de leur bulle, ça peut être aussi une façon de favoriser l'expérimentation et la pratique. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Jessica. Merci pour votre attention, votre participation. N'oubliez pas donc de suivre les balados comme je vous les ai invités à le faire. Il y a d'autres webinaires aussi qui sont disponibles là, sur le site du site web de la Société de sauvetage à la page du forum annuel. Le PowerPoint que vous avez vu ce matin va être disponible là, dès la semaine prochaine via un Dropbox qui vous sera partagé. Et si vous voulez inviter là, des collègues à le voir, ben, ça serait une très bonne idée pour pouvoir favoriser une évaluation sécuritaire et efficace. Donc, merci à tous. Et uniforme aussi. Et uniforme, tout à fait. Alors, merci à tous et bonne continuation de journée. Merci tout le monde.